Les tueuses en série aux États-Unis, que peut-on en dire? Peu de littérature de recherche est consacrée aux tueuses en série et surtout sur la distinction entre celles qui agissent seules ou en partenariat. La chercheuse Eva Silvio s'est intéressée à ce phénomène. Les théories proposées pour expliquer le comportement des tueuses en série qui agissent en duo ne diffèrent guère de la composante habituelle du tueur en série masculin, avec les troubles psychotiques partagés, des lésions post-traumatiques dans l'enfance, une enfance battue, sexuellement agressée. Seule la composante du syndrome de Stockholm, l'identification à son agresseur dans un but de manifestation inconsciente de survie, diffère et peut apporter un début d'explication dans certains cas de tueurs en duo. Le pourcentage des femmes tueurs en série représente environ 17% contre 83% pour les hommes. Mesure effectuée sur les tueurs en série américains répertoriés entre 1825 et 1995 par le chercheur Hickey en 2002. 28% d'entre elles ont eu un ou plusieurs partenaires. Entre 1875 et 1995, on compte 47 duos, dont 17 étaient mixtes. Parmi les 62 tueuses en série ayant sévi entre 1825 et 1995, 68% d'entre elles ont agi seules et 32% avaient un ou une partenaire. Typologie des tueuses en série. Parmi ces femmes, deux nouvelles catégories ont vu le jour en dehors de la tueuse en solitaire ou de la tueuse en partenariat. On compte notamment la naissance de la veuve noire, de l'ange de la mort, de la tueuse par vengeance, de la tueuse par profit, puis la prédation sexuelle en équipe. Dans la majorité des cas, les tueuses en série agissent seules et sont plutôt matures, prudentes, volontaires, socialement adaptées et organisées. Elles attaquent leurs victimes généralement chez elles ou sur leur lieu de travail, ont tendance à privilégier une arme en particulier qui sera le poison, l'injection ou la suffocation. Les tueuses en série agissant en duo sont généralement plus jeunes que celles qui tuent seules et se montrent agressives, plus vicieuses dans leur attaque, parfois se montrent désorganisées et généralement incapables de planifier les meurtres avec soin. Elles attaquent leurs victimes dans des endroits divers et utilisent des armes à feu, des couteaux, et peuvent aller jusqu'à des actes de torture. Certaines deviennent tueuses en série en suivant leurs compagnons dans leurs méfaits sexuels. Ces équipes se présentent sous trois formes: un duo homme-femme, un duo femme-femme ou le clan familial. Le duo homme-femme est le plus courant et les crimes sont en général de nature sexuelle. La moyenne de durée de ce type de duo est d'1 an et la femme est plutôt jeune. Le duo femme-femme est plus actif et dure plus longtemps avec une moyenne de 2 ans. Les deux femmes sont plus âgées avec une moyenne qui vise la trentaine. Dans le clan familial, les meurtres sont sporadiques, sur une durée qui n'excède pas plus d'1 an. Là aussi, les tueuses sont plutôt jeunes. Dans ces trois types de duos, on peut compter environ 9 à 15 victimes. Une tueuse en série prédatrice sexuelle agissant seule est une rareté. Il n'y a eu qu'un cas vraiment documenté et c'est celui d'Elaine Wiermos. Dans le cas des duos, on retrouve souvent un trouble psychotique partagé ou induit, un trouble délirant ou une folie à deux. Le second individu développe une illusion de contenu similaire à celui que possède le trouble établi. Et parmi les troubles qui peuvent expliquer le passage à l'acte de la tueuse en série, on va trouver en premier le syndrome de Stockholm. Dans les années 70, Jan Erik Olsson fait une tentative de vol dans une agence bancaire de Stockholm où se trouve une dizaine d'employés. Quand la police intervient, il retient les otages durant 6 jours, et au fil des jours, un lien se crée entre le preneur d'otages et ses victimes. Ce phénomène va être surnommé alors le syndrome de Stockholm. Depuis lors, ce syndrome est mis en avant dans les cas où des otages développent des sentiments de type positif envers leur ravisseur et vice-versa. On trouve en deuxième le syndrome post-traumatique. Des événements traumatisants comme un enlèvement peuvent créer un stress post-traumatique. Il va devenir alors chronique quand de nouvelles expériences persistantes en rapport ou non avec l'événement vont produire une angoisse, des troubles anxieux, une phobie, une colère, un évitement, une insomnie, un cauchemar, un stress, une dépression, etc., entraînant une réponse exagérée et durable dans le temps. En 3, on va retrouver le syndrome de la femme battue. Ce syndrome définit une constellation de symptômes communs aux femmes ayant eu ou qui sont dans des relations abusives avec une autre personne, généralement un homme. Certaines caractéristiques communes chez les femmes battues comprennent une faible estime de soi, l'acceptation de sa responsabilité dans les agressions à son égard, l'omniscience du partenaire. Exemple de typologie de tueuse en série. Elaine Wiermos, la tueuse en solitaire, prédatrice sexuelle. Elaine Wiermos est née en 1956 d'une mère célibataire.
Elle a grandi avec son frère et ses grands-parents maternels. Son père était un schizophrène, pédophile reconnu. Ses grands-parents étaient alcooliques et son grand-père l'obligeait souvent à se mettre nu avant de la battre. À l'âge de 12 ans, elle offre ses faveurs sexuelles à ses camarades de classe en contrepartie de cigarettes, de drogue et de nourriture. À 13 ans, le grand-père d'une amie la viole et la met enceinte. Elaine donne alors naissance à un enfant qu'elle abandonne à l'adoption. À partir de ce moment-là, elle va laisser l'école et se prostituer. À l'âge de 20 ans, ses grands-parents et son frère meurent, et en 1986, elle rencontre Tilly Moore, qui va devenir sa maîtresse et avec qui elle va rester jusqu'à son arrestation. À 33 ans, elle commence à commettre des meurtres et tue 7 hommes entre 1989 et 1990. Elle a été rangée dans la catégorie prédatrice sexuelle pour avoir offert ses faveurs à certaines de ses victimes et parce que certaines de ses victimes avaient été retrouvées nues. Elaine Wuornos a volé de l'argent, des effets personnels, les voitures des hommes qu'elle a tués. Au cours de son procès, elle a prétendu que les meurtres étaient de la légitime défense avant de changer d'avis et d'admettre qu'il n'en était rien finalement. Elle a été exécutée en 2002. Nous avons ensuite, en typologie de tueuse en série, le cas de Gérard Gallego et de Charlène Gallego, c'est-à-dire le partenaire hétérosexuel. Partenariat femme-homme. Charlène est née en 1956. C'est la fille unique de parents riches qu'elle adore. Elle est respectueuse, obéissante et bonne élève. Enfant, elle voyage avec son père, qui se déplace souvent pour affaires. Pendant son adolescence, elle expérimente des drogues et a peu d'amis. À 20 ans, elle est en décrochage scolaire et devient toxicomane. Elle se marie et divorce 2 fois et tente de se suicider quand son histoire avec un homme marié se termine. Gérard de Gallego, lui, est né d'une mère prostituée qui le battait et abusait de lui. Elle permettait également à ses clients de battre l'enfant et d'en abuser. Maltraité, il a souvent été laissé affamé et sale par une mère dont il ne souhaitait qu'amour et intention. À 9 ans, il rencontre son père, un meurtrier de 2 policiers condamnés à la prison à vie, et il a 32 ans quand son histoire avec Charlène débute. Gérard et Charlène déménagent ensemble. Il lui dit quel vêtement porter et commence à la battre. Elle partage ses fantasmes sexuels et dans l'année qui suit, il lui demande de recruter des esclaves sexuels. De 1979 à 1980, ils ont 34 ans pour lui et 23 ans pour elle, et ils vont assassiner et violer 10 jeunes filles. Troisième exemple, le partenariat femme-femme. Gwendolyn Graham et Catherine Maywood. Catherine Maywood est l'aînée de 3 enfants. Son père est alcoolique et là-bas, sa mère est froide à son égard. À 16 ans, elle se marie et obtient quelques années plus tard un emploi comme aide infirmière. Elle est timide mais se met à boire et devient physiquement violente avec le personnel de la clinique et les patients. Elle finit par divorcer suite à ses nombreuses liaisons homosexuelles. Gwendolyn Graham, elle, est également l'aînée de 3 enfants. Elle a connu très tôt de sévères abus physiques et sexuels de la part de ses parents. À l'adolescence, elle s'automutile en se brûlant avec des cigarettes pour apaiser ses tensions internes. À 17 ans, elle emménage chez sa maîtresse et commence à travailler à la même clinique que Catherine Wood et avec qui elle entame une liaison. Elles ont toutes deux dans les 25 ans et vont tuer en étouffant 5 victimes entre janvier et avril 1987. Les meurtres leur servent de stimulant sexuel. Gwen finit par la quitter et emménager avec une nouvelle amoureuse, provoquant l'ire de Catherine qui avoue à son ex-mari les meurtres. Interrogée par la police, Catherine va tout reporter sur Gwen et toutes deux vont être condamnées à la prison à vie. Le cas d'Elaine Wuornos a modifié ce que l'on pensait jusqu'ici des tueuses en série et a introduit la catégorie de la prédatrice sexuelle jusque-là réservée aux hommes. Premièrement, le degré de violence est en effet inédit. Un autre exemple de violence est Joanne Dennehy, la tueuse en série anglaise, par rapport à ce que l'on connaissait jusqu'ici des tueuses en série. Deuxièmement, elle a travaillé comme prostituée et a présenté le versant sexuel comme leur dans la plupart de ses meurtres. L'implication de sexe dans les meurtres est typique des prédateurs sexuels. Malgré cela, on peut rejeter la catégorisation de la prédation sexuelle pure en raison du motif des meurtres. Elaine Wuornos était en effet en recherche d'argent et a volé les effets personnels de ses victimes. Il n'y a finalement aucune preuve de sexualité active faite avec ses victimes. Seule demeure la vengeance et l'intensité de l'acte découlant des violences subies dans l'enfance, mais aussi plus tard dans sa vie de femme. Hélène, en effet, a été maltraitée toute sa vie par les hommes. Donc Elaine Wuornos semble être cependant le seul cas classé comme tel étudié dans cette catégorie aux États-Unis. Le peu de littérature sur les tueuses en série s'explique d'une part par le fait qu'elles sont bien moins nombreuses que les hommes et que la société en général considère les femmes moins dangereuses que ceux-ci. Or, on peut dire que leur façon de tuer est différente et bien moins visible. Elles sont cependant près de 37% quand il s'agit de meurtres d'enfants.
Les mères et les belles-mères représentent par exemple près de la moitié des meurtres commis entre 1976 et 1997. Commettre un meurtre en tant que partenaire d'un homme devient alors le moyen pour la femme de commettre un acte violent à teneur sexuelle. Attrapée, elle dira le plus souvent que son comportement tient lieu de la soumission à son partenaire, à une maladie mentale, à un syndrome proche de celui de Stockholm, mais ne reconnaîtra que rarement son implication dans le schéma complet de la violence et de l'acte meurtrier. Le fait qu'une femme est considérée comme potentiellement moins dangereuse et qu'on ne peut pas la voir comme instrument de violence, l'explication de la soumission de la minimisation de l'acte est souvent admise par les autorités judiciaires dans la société. D'autant qu'elles ont souvent des antécédents criminels bien moindres que ceux des hommes et, à infraction équivalente, la peine moyenne aux États-Unis et le temps passé en prison sont plus courts, car la peine est le plus souvent déterminée non pas par le sexe, mais bien par les antécédents criminels et la gravité du crime. En 1995, l'unité des sciences du comportement du FBI avait seulement une catégorie pour définir les crimes féminins, celui de la victime complaisante. Les agents d'alors concluant que les femmes ne pouvaient participer à un meurtre que parce qu'elles avaient peur de leur partenaire, étaient soumises ou parce qu'elles étaient stupides. Depuis, il est admis qu'une femme peut participer volontairement sans contrainte à un meurtre et même être à l'initiative de l'acte, manipuler son partenaire. Malgré cela, on observe encore aujourd'hui que son rôle reste toujours minimisé à cause du stéréotype attaché à son genre. Si vous avez aimé cet édito, n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les prochains, de vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait, de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. En attendant, je vous dis à très bientôt sur www.psycho-criminologie.com.